Alors il y a un bout qui s'est entouré autour de l'hélice. C'est pas... On est vendredi 5 août, c'est le 4e jour de l'aventure, et comme vous pouvez le voir, absolument tout est sous contrôle. Nous voilà partis de l'île de Capraia pour la dernière partie de la traversée, direction la Corse. À cause du naufrage de la veille, pas de kayak ce matin. On essaie d'occuper Paul comme on peut. Comment on fait le cri de la baleine? Aujourd'hui, on a fait 26 000 nautiques à l'ombre de la Grand Voile. Et ça y est, on est arrivé en Corse. C'est notre dernière nuit à 7 sur le bateau, avant de débarquer une partie de l'équipe sur le GR20. Toujours aussi bien le bas matinal, il est 6h42 et ça fait plaisir. Pas de grasse mat ce matin, on met le cap sur Calvi et une très grosse journée nous attend. Après presque 12 heures de navigation en plein soleil et avec peu de vent, on est bien content d'apercevoir enfin le port d'attache de Lord Jim, Calvi. On va passer quelques jours ici, en Balagne, la région où ont grandi Maël et Pablo, mais aussi l'un des littoraux les plus touristiques de Corse. Ça y est, c'est fini la partie voilier. Fini par une grosse journée. Départ 6h30, arrivé 20h. Est-ce que t'as pas appris un nouveau mot aujourd'hui? Oh, des mots, j'en ai appris ici. Hein. Lofé, ça veut dire quoi? Lofé. Ici, impossible de ne pas remarquer les villas de luxe et les lotissements touristiques qui occupent une grande partie de la côte. La Balagne est une zone balnéaire, très attractive l'été, mais dont les habitants et l'environnement subissent de plein fouet l'effet de la carte postale. Vas-y, prends l'entrée principale, nous on passe par là. C'est vrai qu'elle est plus sauvage. Ça nous correspond plus. C'est ça le tourisme, Adrien. C'est ça le tourisme. Aïe, oh. On découvre à Calvi un monde ahurissant. Les yachts pullulent dans le port, les gens noircissent la plage. Heureusement, après une journée en ville, on part se réfugier dans les terres chez Maël. Maël et Pablo ont grandi à une dizaine de kilomètres de Calvi, à Calenzane, un village un peu entre la mer et la montagne. Et c'est aussi la commune de départ du GR20. Je pense que ça va s'urbaniser petit à petit. À côté de chez moi, ils ont acheté les terrains, ils sont en train de démaquiser, ils vont faire des lotissements. Notre camp de base est posé, ici, chez Maël, à la mielerie du Pré. Ses parents sont apiculteurs en Corse depuis 40 ans. Le lendemain, on s'est levé aux aurores, on s'est équipé et on est parti visiter un rucher. Tu veux mettre celle-là, la côte de maille? Ça, c'est plus léger. Et t'oublieras pas, quand tu montes les champs, de fermer ça. On va aller regarder les petites ruchettes qui vont devenir des ruches l'année prochaine. C'est le rucher de production de l'an prochain.
Là, au mois de septembre, on va toutes les reprendre une par une. S'il y en a qui ont trop de miel, on va leur en prendre un peu pour en donner à celles qui n'en ont pas. Et si vraiment on n'a pas assez de miel ici, elles auront du miel de lierre. On a même pu faire une petite dégustation de propolis. Je mange tout. Tu mastiques, après tu peux l'avaler. Ouais, un peu comme un bonbon. Moins sucré. Ouais, c'est bon. T'en mangerais tous les jours au petit-déj? Pourquoi pas? Dans du muesli peut-être. Elle commence la saison en bord de mer, en littoral. Et au fur et à mesure que le mois de mars, avril monte, elles vont dans l'arrière-pays, dans les collines. Après, elles partent. Une grosse partie du cheptel part en transhumance au clémentinier, au châtaignier, au miellat. Elle se débrouille bien contre les changements? Non, c'est compliqué. La sécheresse, ça impacte beaucoup notre métier quand même. On fait le miel, mais on le fait beaucoup plus difficilement qu'avant. Il faut bouger, il faut transhumer, on en fait moins. C'est pour ça qu'on a un peu plus de ruches. Parce que c'est pas aussi facile qu'avant, quoi. On va embarquer les seins. Ouais. Tu me donnes ton chapeau que je mette dedans. Un rucher qu'on a été obligé de bouger. On était en rucher de fécondation depuis 20 ans dans un endroit. Et la ville se rapprochant de nous, en catastrophe, on a été obligé de créer un autre rucher cette année. C'était pas mal de stress. Ici en Balagne, les terres agricoles sont de plus en plus urbanisées. Pour mieux comprendre cette transformation du littoral, on est allé à la rencontre de Caroline Tafagne, maître de conférences en géographie à l'université de Corte. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'agriculture représentait encore environ 50% de la valeur ajoutée et de la création de richesses sur le territoire et quasiment autant en termes de main-d'œuvre. Et à la période actuelle, elle n'en représente plus que 3% du PIB, tandis que le tourisme cumule environ 35% de la richesse créée sur le territoire insulaire. Alors, ce phénomène de pression sur le foncier agricole, il s'explique du fait de la littorisation de façon générale. Elle se traduit en termes concrets sur le foncier agricole de trois manières, je dirais, à la fois en termes de niveau de prix, puisque le foncier agricole devient surévalué par rapport à sa valeur de production. Le deuxième effet, c'est la pression en termes de volume. Alors il y a de plus en plus de transactions sur ce marché foncier agricole et parmi ces transactions, un grand nombre échappe aux agriculteurs pour donc passer entre les mains de ménages ou d'investisseurs qui ne sont pas issus du milieu agricole. Et enfin, il y a un morcellement du foncier agricole puisque les acquéreurs qui ne sont pas issus du milieu agricole cherchent à acheter de plus petites surfaces que les agriculteurs. Ce qu'on avait pu noter, c'est que le foncier agricole qui était censé rester à usage potentiellement agricole, en 10 ans, avait été multiplié par 10. Il y a une difficulté d'accès au foncier agricole qui a un impact certain sur l'installation et en particulier l'installation des jeunes agriculteurs qui ont des difficultés à rassembler les fonds nécessaires pour accéder donc à la terre et à trouver des surfaces suffisantes pour pratiquer leur activité de manière satisfaisante et rémunératrice. Mais le déclin de l'agriculture et le recul des agriculteurs dans la population active ne s'explique pas uniquement par cette problématique foncière, il est général, en Corse comme en France continentale, et puis il s'explique aussi par l'attractivité d'autres métiers, et en Corse en particulier par l'attractivité des métiers du tourisme. Comment on peut agir au niveau politique pour faire reculer cette pression urbaine sur le foncier? Le premier levier, c'est préserver tant que possible les terres agricoles les plus intéressantes à mettre en valeur. Il y a un important travail à faire, il me semble, sur l'attractivité du métier d'agriculteur, à redorer finalement l'image des agriculteurs
et à montrer de quelle manière ça peut être un métier passionnant, un métier dans lequel on s'épanouit et un métier rémunérateur évidemment. La Balagne est la deuxième destination touristique de Corse. Le résultat de cette attractivité, c'est qu'entre Calvi et Île-Rousse, 60% des habitations du littoral ne sont occupées que 3 mois dans l'année. Dans certaines communes, on parle même de 4 maisons sur 5. Des résidences secondaires pour le confort de certains touristes qui ont tout simplement pris la place des terres agricoles. Et puisqu'il représente 35% du PIB de l'île et 1 emploi sur 10, le tourisme est indispensable à la Corse. Est-ce qu'on ne pourrait pas juste l'imaginer autrement, sans les tours en quad et bénéfique aux habitants ? Pourquoi ne pas le transformer en un levier de développement rural ? Certains se sont déjà emparés de ce levier et essayent de changer ce que les visiteurs considèrent attractif en Corse. Lorsqu'il reprend l'affaire familiale dans les années 90, Pierre donne un coup d'accélérateur au développement du domaine d'Altiprat. S'étendant sur 50 hectares et employant une vingtaine de personnes à l'année, le vignoble est un élément majeur du marché local et Pierre exporte même en dehors de l'île. Mais depuis quelque temps, face au changement climatique et à l'évolution de la demande touristique, le domaine a pris un nouveau tournant. On a décidé dorénavant d'arrêter de croître. Pour nous, le développement, c'était une quête en matière de qualité. Aujourd'hui, on a décidé qu'on ne monterait plus les surfaces, mais qu'on travaille toujours sur la finesse des vins, la typicité des vins que l'on produit. C'est plus l'affirmation d'une identité pour nos vins, d'une typicité. Ça nous permet de nous démarquer sur les marchés, d'arriver avec des vins qui soient différents. Les cépages locaux, la problématique, c'est que certains d'entre eux supportent mieux que d'autres le changement climatique, donc on va évoluer au sein de ces cépages. Mais la difficulté, c'est qu'à vrai dire, c'est que renoncer à certains cépages, c'est renoncer à ce qui fait votre identité. À chaque fois qu'on sépare d'un cépage, on a le sentiment de se séparer de quelque chose qui nous constitue. On a la chance d'être dans une région, la Corse, à très forte identité. Elle est même presque caricaturale, je dirais, en tout cas elle le revendiquer. Il est clair que nous, en tant que vignerons, avec des cépages, des variétés locales, avec des démarches de terroir, on s'inscrit pleinement dans cette démarche, dans cette revendication identitaire. On joue à plein cette carte-là. La filière viticole va plutôt bien en Corse. Elle est plutôt tournée sur un axe qualitatif et environnemental. Il y a un gros succès du bio. Aujourd'hui, il y a 30% du vignoble corse qui est en bio. Et beaucoup de gens qui se posent des questions. C'est aussi une quête qui donne du sens à ce que l'on fait, qui nous interroge sur au-delà de notre métier, sur notre mode de vie, sur notre rapport à l'environnement, sur nos impacts sur celui-ci. On est dans une région touristique avec une grosse pression sur le foncier de la part d'immobilier, et donc il y a forcément d'une part une concurrence sur l'usage des terres, et d'autre part un imaginaire chez les propriétaires qui pensent que leurs terres valent toutes de l'or. C'est très douloureux lorsqu'on voit parmi les plus belles terres de Corse aujourd'hui qui s'en vont faire de l'immobilier. Parce qu'on se dit que c'est un patrimoine naturel. Le retour en arrière sera très compliqué, et pour autant, très probablement, un jour ou l'autre, dans les décennies à venir, on aura à nouveau besoin de cette terre pour faire de l'agriculture. Clairement, la réponse, ça doit être politique. C'est-à-dire que, est-ce que notre société font le choix de sanctuariser les terres agricoles parce que un jour ou l'autre, même celles qui sont moins exploitées aujourd'hui, il y aura probablement un retour vers plus de proximité. Ça dépasse très largement le poids que les filières agricoles peuvent représenter en matière de décision publique ou de l'action syndicale ou autre. Là, c'est des choix de société. Je reste convaincu que l'avenir de la Corse, l'avenir économique de la Corse, au-delà du tourisme, qui est une manne financière importante pour l'île, c'est tout ce qui va toucher aux productions identitaires.
On peut très bien imaginer que l'agroalimentaire corse rayonne bien au-delà de ce qu'elle fait aujourd'hui, en termes géographiques, bien au-delà de l'île. Les travailleurs du sol et autres acteurs locaux, subissant les effets de la massification touristique, s'adaptent petit à petit pour valoriser les atouts du territoire. Nous, visiteurs, pouvons les soutenir en nous intéressant à leurs activités, les replaçant ainsi au cœur du développement local. Lorsqu'on voyage pour une activité comme ça, donc faire de la montagne, on va chercher des montagnes loin, isolées, dont on a toujours entendu parler, mais le voyage n'est réussi que s'il y a des rencontres en termes d'humains. Alors, pour notre dernière journée avant notre séparation, on a organisé une petite dégustation de produits du terroir avec les proches de Maël. L'occasion d'échanger sur leur quotidien, de partager des anecdotes d'aventure, en fait, de créer cette connexion humaine qui nous en apprend plus sur la terre qu'on découvre et donne son sens au voyage. Et donc la canicule là, qu'on voit beaucoup sur les fonds marins en Méditerranée, toi dans ta pratique, tu l'as ressenti déjà Oui, on peut constater une évolution en fait des dynamiques de population sur le moment, mais également sur la présence de certaines ou d'autres. Ainsi, il y a pas mal de poissons qui étaient dans les mers chaudes, où quand nos grands-pères ils nous parlaient d'avoir vu des barracudas, c'était dans le sud de la Sardaigne. À l'heure actuelle, c'est jusque dans le Var, etc. Donc, notamment en Corse. Et toute l'année. Et toute l'année. Ouais. Alors qu'avant, c'était très anecdotique. Donc oui, effectivement, il y a des impacts. Et tu peux le voir, toi, à ton échelle. Si t'as pas mis de norin, tu vois, t'as rien pour soulever l'ancre par l'avant. Du coup, tu peux toujours tirer, il se passe rien, donc tu vas plonger. Ça, c'est parce que t'avais pas Paul dans l'équipe, celui que le tire. Si, t'as dit 2 fois 5. On a vu que c'était souvent la déconnexion entre le visiteur et le résident local qui causait les dérives du tourisme. Ce qu'il faut, c'est favoriser une économie locale, du terroir, identitaire, et encourager un rapport apprenant-sachant entre le visiteur et le résident à l'année. Voyager, c'est s'ouvrir aux spécificités du territoire et à ses habitants. Come on!